Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la matière. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des différentes phases de la matière et des transitions d'une phase à une seconde. Alors les phases de la matière, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, en particulier avec l'eau, la transformation de la glace vers l'eau liquide, vers la vapeur d'eau, donc tout simplement quand on va la chauffer. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, en tout cas ce que vous pouvez voir comme les phases usuelles de la matière, à savoir le gaz, le liquide et le solide. Si on représente ça sous forme de molécules, en fait le gaz c'est des molécules assez éloignées, assez dispersées, qui peuvent facilement se déplacer les unes par rapport aux autres, comme on voit ici. Le liquide, ça va être des molécules bien plus proches les unes des autres, qui peuvent tout de même tourner les unes sur les autres, une liberté de vibration et de rotation, mais elles ne peuvent pas vraiment s'éloigner les unes des autres, elles sont en quelque sorte liées les unes aux autres. Et puis le solide, c'est vraiment des molécules très proches les unes des autres, liées en général dans des cristaux. Alors ces molécules, elles vont même pas pouvoir tourner les unes autour des autres, puisque les cristaux vont interdire les rotations, et ils vont pouvoir tout au mieux vibrer, et il peut y avoir des transferts de vibrations au sein de solides. Tout simplement, par exemple, un tremblement de terre, lorsque la Terre est solide, et bien le tremblement de terre, l'onde va transférer la vibration au sein du solide, en ne déformant pas, en tout cas jusqu'à une certaine limite, le solide en question. Alors, si je représente ça autrement, on peut voir qu'on va avoir trois phases, solide, liquide et gazeuse, et on voit bien qu'un solide c'est quelque chose de parfaitement ordonné, sous forme de cristaux, où chaque emplacement est très réciproque, très géométrique. Un liquide c'est déjà un peu plus désordonné, on a dit des molécules relativement proches les unes des autres, mais elles peuvent tourner les unes autour des autres, avoir des mouvements de rotation, de vibration, ce qui fait qu'on n'a pas une symétrie parfaite. Et puis un gaz c'est un peu des molécules aléatoires, qui ont tendance à se disperser à l'infini dans tout le volume qu'on leur offre. Alors ça, c'est les phases qu'on voit usuellement, et puis en général, on a tendance à les représenter dans ce qu'on appelle des diagrammes de phase, où en fait, on étudie en fonction de la pression et de la température la phase qui va être à l'équilibre. Donc on sait pour l'eau, à la pression ambiante, à la température ambiante, on a de l'eau liquide, tant mieux pour nous, on peut boire de l'eau, on peut vivre dans l'eau, il y a des poissons, et puis lorsqu'il fait très froid, on obtient de l'eau solide, donc de la glace, c'est le cas dans l'Antarctique, ou dans de la neige, peu importe, et lorsqu'il fait très chaud, l'eau se vaporise. C'est ce qui arrive quand vous faites des pâtes, vous faites bouillir votre eau. Alors vous avez vos trois phases, vous vous rendez bien compte qu'à température basse, on a bien le solide, à température légèrement plus élevée, le liquide, et enfin à haute température, la vapeur d'eau. Jusqu'ici, rien de surprenant. On voit tout de même qu'en fait, il y a un certain lien entre la pression et la température. Donc nous, en général, on travaille à une pression d'une atmosphère, la pression atmosphérique, et on passe bien du solide au liquide à la vapeur, sans, discontinuité, mais il existe des endroits particuliers. On peut passer directement de l'eau vapeur à l'eau solide, notamment à très basse pression, on peut le voir ici, ou tout simplement des endroits, en fait, si je continue la courbe jusqu'ici, où on peut directement, en augmentant la pression à l'infini, ne pas arriver à des solides, mais toujours rester dans des domaines plus ou moins liquides ou vapeur, au-delà de ce qu'on va appeler le point critique, donc pour 374 degrés pour l'eau et 218 bars. Donc jusqu'ici rien de surprenant, hein. Vous savez que l'eau, elle fusionne, c'est-à-dire qu'elle passe du solide au liquide à 0 degré pour la pression atmosphérique, et puis à 100 degrés, l'eau bout, donc elle passe du liquide à la vapeur. Et ce qu'on appelle le point triple ici présent, c'est le seul point où on peut avoir accès aux trois phases en même temps, donc pour une température de 0,01 degré et une pression de 0,006 atmosphères, on a les trois phases qui sont stables, donc on peut à la fois avoir du solide, du liquide et de la vapeur. Donc c'est les conditions de pression et de température qu'en pratique vous ne rencontrerez pas, hein, puisque on ne peut pas se placer en général à 0,006 atmosphères, on se fait faire un très bon. Donc pour ce qu'on connaît nous, on n'a pas de surprise, on passe du solide au liquide à la vapeur en chaud. Donc ça c'est ce que je vais appeler, en tout cas c'est ce qu'on a tendance à penser comme les phases usuelles de la matière. On en connaît trois grandes, et en réalité il existe beaucoup plus de phases que trois, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, ce qu'on appelle en général les phases exotiques de la matière, et j'en ai pris quelques-unes pour vous montrer un exemple, et je parlerai d'autres phases par la suite, puisque j'en profite que le prix Nobel de physique cette année a été décerné à des transitions de phase en particulier topologiques, pour pouvoir étendre cette vidéo un peu plus loin que ce que j'avais prévu à la base.
Donc qu'est-ce qu'on a comme phase exotique? Et bien si j'ai pris l'eau précédemment sur le diagramme de phase, c'était pas entièrement par hasard. C'était pour vous parler de cette eau supercritique. Je vous ai montré préalablement qu'il existait un point qu'on appelle le point critique. Et en fait, si on dépasse la température de 374 degrés et la pression de 218 bars, si on se trouve quelque part ici sur le diagramme, on ne pourra plus dissocier le liquide de la vapeur. C'est le cas en fait avec n'importe quel élément, pas que l'eau. N'importe quel élément peut devenir supercritique à des conditions de température et de pression. Et en fait, c'est des conditions à partir duquel on n'arrive pas à dissocier le liquide de la vapeur. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'eau supercritique. Excusez-moi. Si je zoome, alors je vous avais déjà parlé de l'eau, comment elle se forme, comment elle se tient, et notamment de la liaison hydrogène. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'idée générale c'était que on avait des petites liaisons, comme ici on la voit, qui pouvaient avoir lieu entre ici l'oxygène en rouge et ici l'hydrogène en gris, ce qu'on appelait une liaison hydrogène. Et puis, dans l'eau liquide, ça formait des formes de tétraèdres, puisque chaque oxygène était en moyenne lié à un hydrogène. Et puis si on arrive à avoir un oxygène en haut, un hydrogène qui va se lier à un hydrogène au-dessus, on va avoir un tétraèdre, un infini. Et puis en fait le problème c'est que si j'augmente la pression et la température, on se rend compte que chimiquement il y a de moins en moins de liaison hydrogène qui a lieu. Et en fait c'est pour ça que cette eau tend petit à petit vers un gaz, ce qui est logique quand j'augmente la température et la pression. Il y a de moins en moins de liaison hydrogène, et pourtant c'est pas totalement un gaz parce que les conditions ne sont pas telles que les liaisons ne sont pas totalement indépendantes. On a tout de même quelques liaisons hydrogènes qui ont lieu. C'est pour ça qu'on est sur une phase intermédiaire qu'on appelle supercritique et qui est un peu exotique pour nous parce qu'on ne la rencontre pas tous les jours. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de l'eau en particulier? Parce que il y a de nombreuses avancées dans l'industrie actuellement qui étudient certains matériaux supercritiques, notamment l'eau et le dioxyde de carbone. Et ça peut être utilisé pour différentes raisons, et notamment par le fait que l'eau supercritique, ça devient un très bon solvant organique. Contrairement à l'eau classique qui ne se mélange pas avec les matières organiques, comme l'huile, bien l'eau supercritique se mélange très bien avec les matériaux organiques et ne se mélange pas avec les matériaux inorganiques, contrairement à l'eau classique. Et donc ça peut permettre de colmater par exemple des brèches dans un circuit, puisque ça va former des précipités instantanément avec tout ce qui est une matière non organique, donc matière ionique par exemple. Alors ça c'est dû tout simplement au fait qu'il y a de plus en plus d'hydrogènes qui ne sont pas directement liés à des oxygènes via liaison hydrogène et qui peuvent donc se lier entre guillemets avec des liaisons chimiques partielles liées à l'électronégativité avec par exemple des carbones ou des azotes de composés organiques. Donc le carbone ou l'azote qui aime les électrons entre guillemets va pouvoir récupérer une partie, une petite charge électronique de l'hydrogène qui les aime un peu moins, sachant que cet hydrogène ne sera pas entièrement monopolisé par une liaison hydrogène avec un oxygène. Donc les applications concrètes, c'est notamment au CEA de Pierre-Latte où ils sont en train d'essayer de faire un réacteur dans le but de brûler de la biomasse gazéfiée pour créer de l'énergie, donc un réacteur organique. Alors si je vous présente une autre phase exotique dont vous avez sans doute entendu parler, il s'agit des cristaux liquides, donc les liquid crystals. Ici par exemple on va parler de cristaux liquides, donc j'ai pris des nanoparticules d'or et on observe une transition de phase, donc on le voit visuellement à quoi ça ressemble, une phase 1 et une phase 2, et puis on voit que juste à une pression et une température donnée, on peut avoir deux phases en même temps, et tout simplement on a toujours le même type physique qui est entre le solide et le liquide en réalité pour un cristal liquide, tout son nom, mais en fait quand on l'observe au microscope on voit que on va avoir des figures complètement différentes, donc là ici de l'ordre de 400 nanomètres quand on l'observe, et puis ici l'ordre de la distance vous l'avez, c'est 10 micromètres. Alors en pratique ces cristaux liquides ils sont surtout utilisés, vous avez dû en entendre parler, dans les écrans LCD, les écrans à cristaux liquides, et en fait les cristaux liquides ils ont trois phases connues, les phases nématiques, cholestériques et smectiques, excusez-moi. Et dans les cristaux liquides, en fait, on va utiliser des phases nématiques, et en particulier des phases nématiques sous pression, donc très comprimées, de manière à ce que on soit sûr que le cristal ne puisse pas transitionner vers une autre phase. On s'assure de la pression et de la température pour s'assurer de cette phase. Et puis, on se prend un matériel sous forme nématique qui va pouvoir interagir avec des champs électromagnétiques, quelque chose qui va pouvoir suivre une polarisation donnée. Et en fait, c'est la polarisation qu'on va donner
qui va permettre ou non à la lumière de passer et d'allumer ou non le pixel d'un écran LCD. Donc si je vous montre à quoi ressemble, ça ressemble à ça concrètement. Le cas normal, c'est que vous avez deux polariseurs qui sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, l'un horizontal, l'autre vertical. Donc la lumière va passer dans un premier temps entièrement donc la lumière verticale, et puis elle va tomber sur un polarisateur horizontal qui va bloquer la lumière. Donc le pixel va être éteint. Et puis ce qui se passe, c'est que si j'induis un champ électromagnétique ici à l'intérieur donc de la matière qui est ici nématique, on peut voir ici qu'on a des cristaux très proches les uns des autres sous forme empilée vers le haut, donc c'est bien cette structure là qui est choisie, et bien les cristaux vont pouvoir, de par le fait qu'ils interagissent avec le champ, s'orienter selon le champ. Puis vous savez qu'un champ électromagnétique, donc ça suit des lignes de champ comme ça courbées. Le cristaux va s'orienter, et en s'orientant il va permettre de faire passer la lumière et de la faire tourner, tout comme le champ électromagnétique en fait va faire tourner la lumière, ce qu'on appelle le principe d'un polariseur, et donc là, le pixel va pouvoir s'allumer. Donc c'est ainsi qu'on va avoir le pixel allumé et voir la lumière passer. Donc en pratique, c'est comme les écrans LED, on a 3 pixels, un vert, un rouge et un bleu, et selon le champ électromagnétique qu'on impose, on peut faire tourner entre 0 et 90 degrés nos cristaux liquides de manière à faire passer entièrement ou non la lumière, de manière à choisir l'intensité lumineuse de chacun des 3 pixels. Donc si on veut beaucoup de vert, eh bien, on va entièrement faire tourner les cristaux nématiques en imposant le champ nécessaire, et puis si on veut un peu de rouge, on va imposer un champ un peu plus faible sur le pixel à côté rouge, de manière à avoir un mélange de rouge faible et vert foncé. Donc je vais vous présenter également ce qu'on va appeler des phases un peu particulières. C'est les phases qui paraissent liquides, comme le sable. Si vous avez du sable dans votre main et que vous le laissez tomber, ça va suivre la courbe d'un liquide. Vous n'allez pas avoir le sable qui va tomber d'un bloc, à moins qu'il soit très mouillé. En fait, le sable, vous savez tous, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose des grains tout simplement de pierres, de fossiles, etc., qui sont accumulés au fil du temps. Et donc, vous savez que le sable, c'est une matière solide, mais du fait que, en fait, elle n'est pas entièrement liée, il y a des particules d'air entre les différents grains, il va se comporter comme un liquide. Et c'est juste pour vous parler qu'il y a des phases un peu intermédiaires entre le solide et le liquide, des phases un peu bâtardes, comme par exemple ce qu'on peut appeler les phases molles. Vous avez déjà vu de la gelée. C'est effectivement un solide, si je le retourne, ça ne va pas couler comme un liquide, mais par contre, si j'appuie sur de la gelée, on va voir que le solide va se déformer. Un solide, a priori, c'est pas censé être déformable, en tout cas c'est comme ça qu'on définit en première approximation un solide, quelque chose d'incompressible et d'indéformable, alors qu'un liquide c'est quelque chose qui est incompressible mais déformable, en tout cas en première approximation. Donc il y a des phases un peu intermédiaires entre les deux. Donc tout ça pour en arriver au fait que je vous ai parlé de différentes phases qui existaient, qui étaient bien différentes des 3 phases principales qui sont le solide pur, le liquide pur et la phase gazeuse. Mais je ne vous ai pas parlé en fait de la vraie phase usuelle, celle qu'on rencontre le plus dans notre univers. En fait, plus de 99% de la matière, en tout cas la matière baryonique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'agit de la matière qu'on connaît, donc la matière dont nous sommes constitués, dont la Terre est constituée, par opposition à par exemple la matière noire ou l'énergie sombre, peu importe. L'énergie sombre, j'en ai d'ailleurs un peu parlé dans la vidéo sur la gravitation et notamment la constante gravitationnelle d'Einstein qui décrivait cette énergie sombre et qui permettait d'expliquer que l'univers est en expansion. C'est en quelque sorte l'énergie du vide. Mais la matière baryonique, donc la matière constituée de baryons, c'est-à-dire tout simplement de nucléons, comme nous, eh bien, elle est à 99% constituée d'une autre phase qui n'est ni gazeuse, ni solide, ni liquide. Alors certains savent peut-être, si on en fait un peu de physique, d'autres je vais essayer de leur faire découvrir. C'est une phase dont j'ai d'ailleurs déjà parlé. Pour cela, je vais essayer de vous montrer un exemple classique des 4 phases qui sont les phases liquide, solide, gazeuse, et cette fameuse phase dont j'essaie de vous faire découvrir un peu le sens physique, la chose, et peut-être que vous trouverez par vous-même le nom parce que c'est quelque chose dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Alors pour vous parler de cette phase, je vous ai parlé de ce fameux élément qui contient 4 phases. C'est celui-ci, un briquet, un outil d'usage commun. Vous savez tous que ça contient du butane et du propane sous phase liquide à l'intérieur, et qu'en fait c'est sous une certaine pression, et tout simplement en allumant le briquet, la dépression va faire que naturellement ce butane et ce propane va se transformer en gaz. Et puis une petite étincelle crée, alors ça c'est un briquet automatique, mais si vous prenez un briquet manuel, on en a un là, c'est une étincelle faite manuellement,
la petite étincelle va faire que votre gaz va s'enflammer. Et puis, tant que vous maintenez appuyé le bouton, vous balancez du gaz, et ce gaz s'enflamme instantanément. Donc tout simplement, si vous faites que ça, vous avez juste une étincelle, et si vous appuyez, vous libérez bien, vous pouvez l'entendre, du gaz. Tout simplement, une transition de phase entre le gaz sous forme liquide, entre guillemets, et le gaz sous forme gazeuse. Puis le solide, c'est bien sûr l'élément en tant que tel qui contient ce gaz, c'est le briquet. Et moi, la phase qui m'intéresse ici, c'est cette phase qui est créée. C'est le feu, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que du feu? Alors, est-ce que c'est un solide? Non. C'est complètement déformable. Est-ce que c'est un liquide? Non. Si vous balancez un jet de liquide vers le haut, il va retomber vers le bas. Il ne va pas rester comme ça. Si je mets le briquet vers le bas, la flamme ne tombe pas. Elle n'est pas attirée par la gravitation comme un liquide le serait. Est-ce que c'est un gaz? Bien sûr que non. Vous savez ce qu'un gaz fait. Un gaz tout simplement se dissipe dans un maximum d'atmosphère, dans un maximum d'espace dans la salle. Et là, vous voyez bien que la flamme, elle ne se dissipe pas dans toute ma maison, heureusement. En fait, on a quelque chose qui reste une distance contenue, en quelque sorte comme un solide, mais qui est déformable, en quelque sorte comme un liquide, mais qui ne subit pas vraiment la gravitation, qui ne tombe pas. Donc, on a une phase différente. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est que cette phase? J'en ai déjà parlé, notamment dans la couronne, dans la précédente vidéo du Soleil ou l'atmosphère solaire. C'est ce qu'on appelle la phase plasma. Cette phase plasma, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le moment, dans des conditions de température et de pression particulières, où le gaz a tellement d'énergie qu'il finit ionisé. Donc on émet bien un gaz en appuyant sur le briquet. Et puis si je mets une étincelle, ce gaz est tellement chaud, tellement chauffé, qu'en fait il va s'ioniser. Et c'est plus vraiment un gaz, c'est une nouvelle phase, donc une phase de gaz ionisé qu'on appelle un plasma. Et le plasma, ça représente 99% de la matière baryonique, donc la matière connue. Donc c'est tout simplement le phénomène qu'on observe quand il y a une aurore boréale, c'est la queue des astéroïdes, vous avez des comètes qui passent, c'est tout simplement toute l'atmosphère solaire, et puis c'est de nombreux phénomènes. Donc effectivement, c'est une phase qui nous paraît un peu spécifique puisqu'on ne la rencontre pas trop sur Terre, mais c'est la phase principale de la matière. Et puis, comme promis, pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'ici et qui souhaitent s'attaquer à quelque chose d'un peu plus complexe, on va parler encore de phase de la matière exotique, et là pour le coup vraiment exotique puisque ça va faire appel à des notions de mathématiques complexes. Et je vais d'abord vous décrire le cadre dans lequel ont été faites ces recherches et le but de ces recherches. En fait, il y a quelques phases de la matière dites exotiques qui nous intéressent particulièrement, souvent des phases qui ont lieu à très basse température. Et ces phases, en fait, c'est notamment, vous avez dû en entendre parler, des phases de superliquide. C'est des liquides qui, sous certaines conditions, ont tendance à perdre toute viscosité, tout frottement, et donc peuvent être transportés, en fait, tout simplement, sans perte de charge. Il suffit d'imposer une certaine énergie à l'entrée avec une pompe, le liquide va se transporter à une distance infinie, puisqu'il n'y aura aucun frottement. Ça, c'est le cas pour certains liquides à basse température. On a un phénomène assez similaire dans certains matériaux, c'est ce qu'on appelle, en tout cas dans certains métaux en particulier, des phénomènes de matériaux superconducteurs. Et ici c'est simple, on n'a aucune perte d'énergie quand le matériau conduit de l'électricité. Vous savez que dans un matériau, même de très bonne qualité, notamment les fils électriques utilisés dans la haute tension d'EDF, on a tout de même une certaine énergie perdue notamment par ce qu'on va appeler de l'effet Joule, tout simplement une certaine résistance à l'intensité qui passe. Et bien sous certaines conditions de température, à très basse température, on peut obtenir des matériaux qui ont une résistance strictement nulle et pouvoir garder toute l'énergie électrique transportée. Et puis un troisième point qui paraît un peu moins évident mais qui a d'autres applications, j'en parlerai à la fin, c'est ce qu'on appelle les super isolants, et c'est des matériaux qui vont permettre d'isoler entièrement, disons, les caractéristiques physiques du matériau, de la caractéristique. Ça peut être des caractéristiques physiques classiques comme la pression, la température, mais en particulier, à petite échelle, c'est même des caractéristiques quantiques. Alors, j'en parlerai à la fin, mais l'idée, ça a été, donc pour les 3 physiciens qui ont travaillé là-dessus, donc des physiciens qui vivent aux États-Unis mais qui sont britanniques, de étudier ces différentes phases sous un angle différent
pour essayer de les comprendre, puisqu'à l'époque on ne comprenait pas, en particulier tout ce qui est les fluides superliquides était assez mal compris, et pour cela ils ont fait appel à des outils mathématiques qui n'avaient pas été encore essayés jusqu'alors, et ces outils c'est des outils de topologie. Alors le prix Nobel a en effet été donné pour ces transitions de phase dites topologiques. Alors qu'est-ce que c'est que la topologie? Vous en avez peut-être entendu parler si vous avez fait des études supérieures en mathématiques. Sans aller trop loin et sans vouloir perdre grand monde, la topologie, c'est, dans une dimension donnée, essayer de voir si deux ensembles, si deux en particulier figures géométriques, peuvent ou non être transformées l'une en l'autre, tout simplement par transformation continue. Il ne faut pas pouvoir découper, casser la figure, la détruire, et on peut voir si une figure géométrique est assimilable à une autre par transformation géométrique continue de l'espace, donc soit on l'agrandit, soit on la diminue, mais de manière continue. On ne peut pas transformer par exemple un cercle en ligne droite, parce qu'il faudrait casser le cercle, ce qui n'est pas une transformation continue, et vice versa, on ne peut pas transformer une ligne droite en cercle, parce que il faudrait créer un point de liaison, donc un point de discontinuité. Alors, si vous voulez vous intéresser un peu plus à la topologie, c'est possible, vous trouverez sans doute des choses sur internet, mais il faudra s'armer de quelques outils mathématiques, en particulier tout ce qui est la connaissance précise des dimensions et en mathématiques des dimensions infinies, comprendre un peu ce que peuvent représenter les séries de fonctions, parce que c'est un peu la base de l'entrée dans la topologie avec les boules fermées et les boules ouvertes, et puis effectivement comprendre ce que c'est que la géométrie du point de vue algébrique, donc comment représenter une figure géométrique avec des équations. Alors, juste à notre échelle, en fait, ce qu'ont fait ces physiciens, c'est qu'ils ont travaillé sur des phases assimilables à des phases de une dimension ou deux dimensions. Donc deux dimensions, ça peut être un film par exemple liquide, qui n'a pour ainsi dire aucune ou quasiment aucune épaisseur, assimilable à un film deux dimensions. Et puis on peut faire en fait l'équivalent tout simplement en une dimension, avec une ligne entre guillemets infiniment fine, donc la plus fine possible. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment avec nos connaissances en chimie, on sait qu'on peut empiler les atomes les uns à côté des autres. Notamment, on sait faire ça très bien avec le graphène. Et donc, on peut créer des vraies deux dimensions, des vraies une dimension, à un seul atome de dimension, si on le veut. Alors, c'est pas forcément ce qu'ils ont fait, mais ils ont travaillé sur, disons, des données topologiques à une ou deux dimensions pour que ça soit plus simple, et pour essayer de comprendre ces transitions de phase topologiques à une ou deux dimensions, comment ça se transforme, essayer de modéliser ça numériquement en fonction des observations qu'ils ont faites, et les résultats qu'ils ont obtenus ont grandement amélioré les connaissances qu'on avait de ces différentes phases exotiques qui sont entre autres la superliquide, la phase superconducteur ou supraconducteur et la phase super isolante. Alors, pour parler de la topologie, donc, je vous ai pris l'exemple d'une. Vous pouvez prendre une ligne quelconque avec n'importe quelle forme, et puis j'ai pris un ovale. C'est deux éléments en topologie, donc c'est de la topologie 1D, on est bien d'accord qu'on a une seule ligne, et ici un ovale, on n'a pas de deuxième dimension. Et topologiquement, ils ne sont pas assimilables, c'est pas les mêmes éléments, parce que je vous ai expliqué qu'on ne pouvait pas, même si on déformait continuellement en permanence cette ligne, transformer cette ligne en cet ovale, parce qu'on ne peut pas tout simplement rejoindre les deux points, et vice versa, on ne peut pas réaliser de cassure. Donc c'est deux éléments différents. Alors, plus généralement, cet ovale, si je le déforme continuellement, je vais pouvoir obtenir un triangle, ou cette ligne, si je décide de la formater, obtenir quelque chose avec des angles droits, tout ça je peux le faire. Et puis la représentation plus classique qu'on a, c'est tout simplement comparer une ligne droite à un cercle. Donc ces éléments-là, en une dimension, sont différentes. Et puis de la topologie en 3D, si vous voulez vous un peu approximer ça et vous donner un ordre d'idée, on va souvent travailler avec des boules en 3D. Donc on a une boule, c'est comme ça d'ailleurs que ces physiciens ont un peu expliqué la topologie quand ils en ont parlé à Stockholm, lors de leur remise du prix Nobel de physique. Cette boule, en fait, elle n'est pas du tout assimilable à un donut, tout simplement parce que même en déformant la boule comme on le veut, l'agrandir, la rétrécir de manière continue, même lui donner des formes qui n'ont rien à voir avec une boule, on ne pourra jamais créer un trou au milieu. Et puis pareil, ce donut, on ne pourra jamais le transformer en bretzel parce qu'on ne peut pas passer de 3 trous à un trou. Créer des trous, comme ici par exemple on a créé un trou en une dimension pour passer du cercle ou de l'ovale, peu importe, à la ligne droite, c'est pas une opération continue. Donc l'idée, ça a été de, effectivement, par exemple, travailler en une dimension avec
soit un cercle, soit une ligne droite, voir les différences et voir comment ces outils de topologie permettaient d'obtenir des résultats différents. Alors, voilà grosso modo ce que c'est, et en fait, ils ont travaillé avec des phases, donc, comme je l'ai dit, peu communes, et surtout avec des phases à une ou deux dimensions pour que ça soit facilement modélisable et que les transitions soient facilement observables et que les calculs soient aussi également beaucoup plus faciles, puisque la topologie, vous pouvez, une fois que l'âge est à 3 dimensions, l'imaginer dans votre tête à n dimensions, en dimension infinie, mathématiquement ça marche très bien. Et donc ils ont obtenu les résultats qui ont permis de développer de très nombreuses compréhensions dans ces domaines, et notamment ce dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est la possibilité d'un futur ordinateur quantique. Alors aujourd'hui, les ordinateurs ils fonctionnent tout simplement avec ce qu'on appelle des bits. Les bits, c'est une information en 0 ou 1, c'est une information tout ou rien. Soit on a quelque chose, soit on n'a pas quelque chose. Et donc du coup, un bit, ça peut contenir que une information selon comment on le voit, ou deux éventuellement, tout ou rien. Et l'idée, j'en ai déjà un peu parlé en physique quantique, c'est qu'une particule donnée, elle peut être en même temps dans différents états, une superposition d'états. C'est un peu l'idée du chat de Schrödinger qui est à la fois vivant ou mort. Donc si on a des particules quantiques qui servent à retenir l'information, eh bien elle peut à la fois retenir l'information A, B, C, D, E, F, et presque autant qu'on le veut, puisque la particule elle va à la fois être dans l'état A, B, C, D, E, F, etc. Et donc, au lieu de retenir qu'une seule information tout ou rien avec un bit, on peut utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui des qubits pour quantique bits, peu importe, qui vont pouvoir retenir un très grand nombre d'informations par superposition d'informations au sein de ce qu'on va appeler sa fonction d'onde. Et le problème, c'est que ces quantique bits, comme ça fait partie de la physique quantique, c'est que dès qu'on a tendance à les mesurer, ça fixe l'information, c'est-à-dire que s'il contient A, B, C, D, E, F, G et H, dès que je vais le mesurer, je vais tomber sur B, et toutes les informations préalables vont être perdues, puisqu'il va rester dans son état B. C'est un peu gênant, puisque en fait, on a perdu les 3/4 des informations sauvegardées, et du coup ça ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, disons, de fixer tous ces états superposés, s'assurer qu'ils ne puissent pas se fixer dans un seul état, donc s'assurer que le système n'ait pas l'impression d'être mesuré, et autrement dit, comment le système a l'impression d'être mesuré, il sent une variation des conditions autour de lui, donc ça peut être des variations de température, de champ électromagnétique, etc., etc. Et donc on a besoin d'isolants, de matériaux qui sont capables de protéger entièrement, comme je vous l'ai dit, les caractéristiques physiques d'un système, et entre autres les caractéristiques quantiques, qui vont lui permettre au système de rester dans son état perpétuel de superposition pour garder l'ensemble des informations. Et donc, on peut utiliser, en particulier c'est ce qui a été fait en 2D dans les calculs, des isolants topologiques, donc tout simplement. Pourquoi topologique? Parce que ça fait un appel à la topologie, et tout simplement des très fines lamelles, des très fins films de matériaux bien choisis isolants, qui vont permettre de protéger l'information à l'intérieur, l'information quantique. Et donc, c'est une base d'idées pour lancer les ordinateurs quantiques qui pourront, dans un espace quasiment infime, retenir un nombre infini d'informations via la superposition des états. Donc je pense que j'en ai fini avec mes vidéos sur la matière. Je ne sais plus trop quel point aborder. Alors j'aimerais voir avec vous si vous avez des idées, soit de nouveaux sujets, soit si sur certains points de la matière vous aimeriez que je revienne. Et en particulier, est-ce que vous voulez que j'aille un peu plus loin en parlant de la matière par exemple non baryonique, donc ça peut être l'énergie noire ou par exemple la matière noire, ou peut-être la matière qui vous touche plus vous en particulier, si vous avez fait de la chimie, par exemple la matière organique, ça c'est intéressant, c'est celle dont est constitué tous les corps vivants sur Terre, et celle que nous créons, détruisons et reconstituons au sein de nos cellules, ou tout autre type. Et puis sinon, je pense que je vais lancer une nouvelle série de vidéos, donc je suis pas encore sûr du sujet, mais si vous avez des idées, vous pouvez me proposer dans les commentaires. Puis je vous remercie, au revoir.